Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Gustavo Kuerten a remporté cet après-midi la finale de Roland-Garros en battant l'Espagnol Alex Corretja en 4-7 et plus de 3 heures de match. Pour le Brésilien, c'est la 3e victoire à Roland-Garros. Il est l'invité de notre journal. C'est fait, le lancement du TGV Med depuis ce matin. 800 000 réservations ont déjà été enregistrées par la SNCF. Reste maintenant à démontrer que l'exploitation de ces trains à grande vitesse entre Paris et Marseille se fera sans difficulté. En médecine, une première mondiale. Un Américain, 20 ans après un accident de moto, retrouve sa voix à la suite d'une triple greffe du larynx, de la thyroïde et de la gorge. Opération réussie puisqu'elle s'est déroulée il y a 3 ans. Les médecins n'en parlent qu'aujourd'hui. Spectaculaire course contre la marée montante entre l'île de Noirmoutier et le continent. 4 km à parcourir pour ces foulées du Gois. 1500 passionnés qui n'ont pas hésité à se mouiller les pieds. La finale de Roland-Garros avec cette image en guise d'épilogue, un immense cœur dessiné sur le central par Gustavo Kuerten dès sa victoire contre l'Espagnol Alex Corretja 6-7, 7-5, 6-2, 6-0. Un geste d'amour de l'enfant chéri du tennis soutenu par le public parisien qui remporte donc pour la 3e fois les internationaux. La météo instable au début des premiers jeux, un 2e set à l'arraché, un véritable affrontement entre les deux champions. Et finalement, rien ne pouvait résister à Kuerten, touché par l'état de grâce. Christelle Bertrand. Guga, l'as de cœur. Allongé dans celui qu'il a dessiné, le Brésilien montre à quel point cette victoire le touche. C'est son 3e trophée. Chaque année, il progresse. Cette fois, il parle français. J'aime jouer Roland Garros, j'aime jouer pour vous. Et merci beaucoup pour tout. J'espère viens ici à l'année prochaine. Pourtant, au premier set, Alex Corretja lui fait perdre son latin. L'Espagnol, sacré champion du monde de la défense, calme les ardeurs du Brésilien. Corretja, à l'arraché, s'impose au tie-break. Mais Kuerten passe la vitesse supérieure. Le face-à-face devient progressivement un sens unique. Kuerten égalise. Plus ça va et plus Guga est seul sur le court. Corretja résiste, se défend. Mais Kuerten est toujours plus rapide, plus entreprenant. Corretja perd le fil de la rencontre et va même concéder un 6-0 au dernier set. Kuerten a épuisé son adversaire jusqu'à le faire céder. Le favori du tournoi s'impose en 4-7. Corretja, lui, passe à côté une 2e fois. Le Brésilien a tout prévu pour séduire le public. Il s'est même préparé une nouvelle tenue. Comme au carnaval d'ailleurs, pendant des heures, la samba a résonné dans les allées de Rio-Garros. Et en direct de Rio-Garros ou Roland-Garros, Gustavo Kuerten, bonsoir. On partage évidemment votre joie. À votre tour de nous faire plaisir, il n'y a qu'à Paris que vous dessinez des cœurs sur les cours de tennis. Yeah, so far it's first time. Oui, pour l'instant c'est la première fois. C'est très spécial pour moi d'être ici. C'est l'endroit où tous mes rêves sont devenus réguliers, réalité. J'aime beaucoup jouer ici, je donne tout mon cœur au public et je suis récompensée. Quelle est la clé de votre succès, ou plutôt le secret de votre réussite, la force, l'endurance? Vous avez été tout simplement le meilleur? Je crois que l'élément clé, c'est beaucoup de travail. Je me lève tous les jours et j'essaye chaque fois de faire mieux que la veille. Et ça, c'est l'élément clé. Je me bats sur chaque point. Je suis toujours prêt et je peux courir sur tous les coups parce que je suis bien préparé. Et c'est grâce à tout le travail que j'ai fait depuis que j'avais 14 ans, 16 ans, jusqu'à aujourd'hui. J'aime travailler dur et quand je fais ça, je crois que j'ai de meilleures chances. Il paraît que vous vous voyez plutôt en Van Gogh du tennis qu'en Picasso, c'est-à-dire? Ça, c'est Kafelnikov qui a lancé cette rumeur autour de Roland-Garros.
C'est juste la façon dont j'ai joué contre lui. Il a pensé que c'était un peu un toucher magique sur chaque coup que je faisais. Et pour gagner ici, il faut dire qu'il faut les deux à la fois. Il faut l'influence de Van Gogh et de Picasso. Parce que c'est vraiment magique et il faut jouer contre les meilleurs joueurs du monde. Et il faut jouer chaque coup parfaitement. Une pensée peut-être à votre famille au Brésil et tout particulièrement à votre grand-mère qui a peut-être vu le match de là-bas et qui a toujours cru en vous? Oui, ma grand-mère n'est pas venue cette fois-ci. C'est la première fois qu'elle n'est pas là en 3 ans. Mais elle était au Brésil et je le sais, elle était assez contente. Alors, elle est satisfaite de mon travail sur le court. Je crois que maintenant, elle est en train de vivre les meilleures années de sa vie, donc c'est important pour moi de la voir assise tranquillement et moi en train de courir comme un fou pour lui apporter un peu de joie. Car elle a toujours cru en vous. C'est donc une victoire que vous lui dédiez. Oui, il y a aussi mon coach et ma famille qui sont les personnes les plus importantes pour moi, bien sûr. Ils croient vraiment en moi, pas seulement maintenant, ils y ont cru quand j'étais jeune aussi. Et il a fallu vraiment que je me rêve, que je me batte surtout. Donc maintenant c'est très spécial, je les aime. Mon coach, mon frère, ma mère qui était là avec moi aussi. Et ma grand-mère et mon jeune frère étaient au Brésil. Et ils m'ont transféré de l'énergie positive. Et je crois que dès la première victoire jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours de l'amour pour eux. Merci Gustavo Kuerten d'avoir répondu en direct à nos questions. Sur les rails, depuis ce matin, la mise en place commerciale du TGV Méditerranée. Les premiers passagers partis à 7h21 de Paris sont arrivés quelques 3 heures après en gare Saint-Charles. Au-delà du gain de temps très appréciable, l'effet de curiosité a bien sûr joué. Pour sa part, la SNCF annonce triomphante qu'au total 800 000 billets ont déjà été réservés. Florence Griffon et Vincent Bouffartigue. Un petit air de musique pour un départ en fanfare. À Paris, gare de Lyon, ce matin, les leftos ont été récompensés de leur peine. Destination Marseille, le premier TGV commercial va bientôt partir. En fait, on fait une journée à la mer, mais version, au lieu de faire Dieppe, on fait Marseille, voilà. 7h20, tout le monde dans le train, il faut y aller. À 300 km/h, le paysage défile très vite. Après 2 heures de voyage, Valence et la nouvelle ligne Méditerranée sont en vue. Pour ces cheminots en vacances, ça s'arrose. Eh bien, nous trinquons du TGV Méditerranée et à la prospérité de la SNCF et du TGV Méditerranée. Dans la cabine du conducteur, les ouvrages d'art se succèdent. Lui est aux premières loges pour apercevoir Marseille. 10h20, accueil triomphal en gare Saint-Charles. Les premiers voyageurs auront des choses à raconter. On ne réalise pas qu'on roule à 300, hein, mais bon, on se rend compte quand même, en voyant défiler le paysage, que ça va très vite. Eux vont bientôt être séparés. 16h29 cet après-midi, les adieux sont un peu moins amers que d'habitude. Et 3 heures, on n'en est pas compte. Surtout quand l'amour est loin. Hein. 3 heures, ça rapproche. Ce soir, comme les nombreux week-ends à venir, les TGV sont presque pleins. À chacun ses raisons. Bravo. Pour les Parisiens, c'est bien parce qu'on veut aller passer un week-end à Marseille. On en a pour 3 heures. On passe le week-end à Marseille et le dimanche après-midi, on monte dans le train et on retourne à Paris. Je trouve que c'est une super idée, que je suis bien contente parce que j'ai passé un week-end de rêve. Cela tombe bien pour la SNCF. Elle espère séduire 1,5 million de clients en plus. Il faudra voir à l'usage. Et pour l'instant, un parcours sans faute pour ce TGV Med qui met Marseille à 3 heures de la capitale. On peut déjà parier à coup sûr qu'il serait une sérieuse concurrence pour le transport aérien. Reste maintenant à la SNCF à tenir toutes ses promesses quant à la commercialisation et la gestion de ces trains à grande vitesse qui vont se succéder à un rythme très soutenu. Cette exploitation risque d'être difficile. Les écueils à éviter avec Stéphane Despinois. Cette fois, c'est l'épreuve de vérité. La SNCF s'engage à ce que 9 fois sur 10, les TGV Méditerranée arrivent à l'heure ou avec un retard maximum de 10 minutes. C'est un défi à haut risque car les TGV vont se succéder à seulement 4 minutes d'intervalle aux heures de pointe.
La ligne historique, celle de Paris à Lyon, a été conçue pour rouler à 260 à l'heure au départ et avoir à peu près 150 à 200 trains. Aujourd'hui, on y fait circuler 250 trains à 300 à l'heure. On voit tout de suite que c'est une beaucoup plus grande densité qu'il faut traiter et donc des problèmes un petit peu nouveaux, mais je crois qu'on est bien armé pour les traiter. Plus efficace, le détournement sur la voie classique d'une rame qui a pris du retard. On la sacrifie pour éviter de chambouler le programme sur la ligne à grande vitesse. Mais sur le tronçon Valence-Marseille, il existe d'autres dispositifs. Nous avons aussi, tous les 25 km environ, possibilité de garer sur des espèces de gares de fortune en quelque sorte, un certain nombre de rames nous permettant là aussi de pouvoir pallier à différentes difficultés. Pour les agents régulateurs du trafic, l'objectif numéro 1, c'est d'éviter les retards en cascade. Il ne faut pas qu'une rupture de caténaire se répercute sur l'ensemble des rames en circulation. Si on a un retard qui se produit maintenant, il faut être capable dans une heure d'anticiper les conséquences de ce retard pour éviter de mettre d'autres trains en retard. Pour relever le défi de la régularité, la SNCF dispose aussi de 8 TGV de réserve, mais cette marge de manœuvre deviendra très étroite les jours de grand départ. Demain, devant les assises de la Nièvre, s'ouvre le procès d'un ancien instituteur qui, pendant les 30 années de son exercice, aurait violé des dizaines d'enfants. La loi du silence, celle des victimes qui ont mis tant de temps à parler, plusieurs plaintes probablement couvertes par l'Éducation nationale qui n'a pas donné suite. Autant d'éléments qui donnent à ce procès une résonance particulière, avec toujours ce même scénario, un homme qui abuse de la confiance de tous. Agnès Gardet, Marie-Pierre Cassignard. La loi du silence a tenu bon pendant 30 ans ici à Cosne-sur-Loire. Et même à la veille du procès, personne ne s'aventure à en parler. À peine ose-t-on prononcer le nom du maître d'école. Jackie Kesermertz a enseigné dans cette école du centre-ville jusqu'en 93, jusqu'à sa retraite. Instituteur modèle, éducateur admiré, bon père et bon mari. Voilà ce que toute la ville pensait de lui. C'était un monsieur bien, il s'occupait des enfants et il était toujours avec eux. Et c'est ça qui, le soupçon, on peut y mettre un soupçon sur le dos, puisque personne causait, personne disait rien. Bon, ben, comme ça. Jusqu'au suicide de Thierry, le fils des époux de Bain. C'était en janvier 97. Avant sa mort, ce jeune homme de 27 ans a porté plainte contre Kesermertz pour viol. Des viols répétés pendant 4 ans alors qu'il était enfant. Jamais il n'en a parlé. On s'imagine la souffrance qu'il a pu endurer, et puis que certainement toutes les nuits, il déroulait son film des horreurs que Kesermertz il faisait subir. Le geste de Thierry et sa plainte ont brutalement fait éclater le scandale. Ce n'est pas un, mais des dizaines de petits garçons qui ont été abusés par Kesermertz. Il l'a avoué, dans sa salle de classe, pendant la récré. Mais aussi et surtout à l'extérieur, notamment ici, au bord de cet étang. Partie de pêche, cueillette de champignons, un endroit idéal à l'abri des regards. Aujourd'hui, l'épouse de l'instituteur s'est murée dans le silence. À l'époque, abasourdie, elle cherchait à comprendre qui était son mari. Enfin, je ne peux pas m'imaginer. Je ne peux pas m'imaginer avoir vécu quand même, ça fait 25 ans bientôt qu'on sera mariés, que jamais j'ai pu soupçonner, jamais j'ai pu me rendre compte de quoi que ce soit. Pendant toutes ces années, la honte des victimes a été la meilleure alliée du maître d'école, en plus de son statut qui le rendait à la fois insoupçonnable et intouchable. L'instituteur, c'est la personne qui détient le savoir et qui le transmet. Donc c'est une personnalité et on n'y touche pas. Et depuis 1975, alors qu'on savait qu'il commettait ces actes, l'éducation nationale, la première, n'a rien fait. Et pourtant, entre 76 et 77, 4 plaintes sont arrivées sur le bureau du directeur de l'école, restées lettres mortes, consignées dans un dossier qui a ensuite disparu. Le procès devra aussi faire la lumière sur l'inertie à l'époque de l'éducation nationale. Au Japon, se sont déroulées les funérailles des écoliers sauvagement massacrés par un déséquilibré dans leur école. La douleur des familles et des amis où 7 fillettes et un garçon, tous âgés de 7 à 8 ans, ont été assassinés à coups de couteau. 13 autres élèves et professeurs ont été blessés. Quant au meurtrier, il a été arrêté, passible de la peine de mort s'il est jugé coupable.
Aux États-Unis, dans l'antichambre de la mort, Timothy McVeigh s'apprête à passer sa dernière nuit. Il y a de très faibles probabilités pour que l'exécution capitale de l'auteur de l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de l'Amérique soit une nouvelle fois différée. Sur place, tous les médias américains ont envoyé leurs correspondants. Étienne Lénard. Le pénitencier fédéral de Terre Haute ressemble un peu ces jours-ci à ces villes étapes du Tour de France où une imposante caravane débarque soudainement pour relayer un événement au monde entier avant d'en repartir pour chasser d'autres actualités. McVeigh vit lui ses dernières heures. Dans la nuit, il a été transféré de sa cellule jusque dans ce que l'on appelle la chambre de la mort. Ce militant d'extrême droite sera exécuté demain matin pour avoir défié le gouvernement américain en faisant sauter un immeuble tuant 168 personnes. Il a toujours prétendu attendre la mort avec détachement. Sur un plan psychologique, pour moi, c'est plutôt plus facile d'être dans le couloir de la mort. Parce que vous savez comment vous allez mourir, vous savez où vous allez mourir, et vous pouvez même prévoir quand vous allez mourir. D'une certaine manière, l'Amérique tient sa vengeance et à plusieurs centaines de kilomètres de terre haute, les familles des victimes seront-elles rassemblées demain matin pour assister par vidéo interposée et en direct à la mort de celui qui a à jamais gâché leur vie. Tim Kite a perdu sa fille dans l'attentat et sa petite fille a été gravement blessée. Je veux le voir mourir, il m'a fait trop de mal. Mais je n'éprouve aucune joie particulière. C'est une vie de plus qui est perdue et il n'y a pas de quoi se réjouir. Mais d'autres refusent de s'associer à cette exécution. Bud Welch, qui lui aussi a perdu sa fille, a réagi différemment et il milite contre la peine de mort. La raison pour laquelle je ne veux pas le voir sorti de sa cage et exécuté, c'est que cela n'apportera rien à notre société. Et cela ne ramènera pas ma fille. Depuis sa prison, Timothy McVeigh a écrit une dernière fois au journal de sa ville natale. Il dit être désolé que des gens aient perdu la vie, mais ajoute-t-il très vite, c'est dans la nature des choses. Avant de terminer de façon un peu énigmatique, si je vais en enfer, j'aurai de la compagnie. En Espagne, une voiture piégée a explosé dans le nord du pays, près des bâtiments du gouvernement régional. Pas de victimes, mais de lourds dégâts. Cet attentat est attribué à l'ETA. C'est un correspondant anonyme se réclamant de l'organisation séparatiste qui a alerté les autorités, permettant ainsi à la police d'évacuer tout le secteur. C'est demain que s'ouvrira la conférence de la famille. Une série de mesures destinées à donner davantage d'importance aux pères seront prises par le gouvernement. Dans notre journal d'hier, nous évoquions le congé paternité, 15 jours payés par l'employeur pour permettre aux pères de profiter de la naissance de l'enfant. D'autres dispositions financières devraient être annoncées, notamment en faveur des parents divorcés. Jusqu'à présent, seul celui qui avait la garde de l'enfant touchait des allocations, l'autre étant considéré comme célibataire, une situation qui va changer. Reportage Anne Guéry et Jean-Louis Bousser. Quand ses parents se sont séparés, Juliette avait 4 ans à peine et une certitude. Elle voulait voir son père autant que sa mère. Ainsi en avait-elle décidé, alors ses parents ont dû faire la paix pour organiser sa nouvelle vie. Bon, tu prends ça et puis tu manges ce que tu veux. Hein? Le lundi, je suis avec ma mère. Le mardi soir, je suis avec mon père. Le mercredi, je suis avec mon père. Le jeudi soir, je suis avec ma mère. Et le vendredi, une fois avec ma mère et une fois avec mon père. Au premier abord, ça paraît compliqué, mais pour Juliette, rien de plus simple. 3 jours chez son père, 3 jours chez sa mère. Une alternance très organisée, mais qui a un coût. Car pour s'occuper de sa fille, Franck Turbo a dû se résigner à moins travailler. J'ai eu l'opportunité, en fait, d'avoir un travail à temps partiel. Donc j'ai pu récupérer une journée que je dédie à ma grande fille. Donc le mercredi, en fait, on fait tout ce qu'on a à faire. En ce moment, c'est musique. L'année dernière, je sais plus, il y avait piscine aussi. Les loisirs, l'habillement, le logement, finalement, Franck Turbo a les mêmes charges familiales que son ex-épouse, mais sans avoir accès aux aides sociales. Des aides qui aujourd'hui ne sont attribuées qu'à un seul des parents, celui qui obtient du juge la résidence de l'enfant. En tant que père séparé ou divorcé, c'est pareil. Puisque la résidence a été confiée chez la mère, on a droit strictement à rien. Les allocations logement, on n'y a pas accès, ou très peu. Les fameuses primes de rentrée scolaire qui ne sont pas négligeables du tout, c'est également la mère qui en bénéficie. C'est-à-dire que 1000 ou 1500 francs, c'est pas rien non plus. Il n'y a pas de différenciation à faire entre un père et une mère, surtout quand il s'agit de l'éducation de l'enfant.
C'est complètement anormal que tout aille du même côté, il n'y a rien de l'autre. En donnant aux pères divorcés l'accès aux prestations sociales, Ségolène Royal veut les encourager à élever leur enfant malgré la séparation, car aujourd'hui en France, un enfant sur 2 ne voit plus son père après le divorce. La crise de la vache folle marque le pas chez les consommateurs. Les chiffres sont là pour en attester. Il y a quelques mois, les Français avaient réduit de moitié leur appétit pour la viande bovine. Aujourd'hui, les beefsteaks, y compris la viande hachée, commencent à revenir dans nos assiettes. Reportage Laurent Bailly et Alain Locaccio. Timidement, les beefsteaks et autres tournes d'eau retrouvent le chemin du panier à commission. La crise de la vache folle, tout le monde l'a encore à l'esprit, mais petit à petit, la confiance revient. Ça revient un peu, oui. On commence à s'oublier. On voit ça à quoi? Au monde dans les boucheries? Par exemple, oui. On en parle moins. Chez vous notamment, on en parle moins. Et ce matin au marché, il y a bien affluence aux boucheries. C'est le retour en grâce de la viande bovine, même pour les consommateurs qui n'y avaient pas vraiment renoncé. Ici, c'est mon boucher traditionnel, donc je viens et je n'ai pas eu de problème de perte de confiance, en tout cas chez ce boucher, ça c'est certain. On en vend beaucoup plus du bœuf maintenant? Ouais, on 25% de plus, au moins. La reprise de la consommation de bœuf, plus 30% en moyenne depuis 3 mois, profite avant tout aux boucheries traditionnelles. Mais dans cette grande surface par exemple, on ne s'est toujours pas remis de la crise. Vous vendez pas beaucoup de bœuf? Si, on en vend, mais on n'en vend pas comme on en vendait avant. On en vend beaucoup moins. Vous diriez que la consommation a chuté de combien? Je dirais 40%. Pour préparer le steak haché, on enlève du bœuf, la peau, les os. Alors les professionnels de la viande lancent des campagnes pour rétablir la confiance, davantage encore car elle reste incertaine. À vrai dire, les seuls bouchers à n'avoir quasiment pas souffert de la crise sont ceux qui ont joué dès l'origine la carte des labels. On a suivi une petite perte, oui, comme je dis, bon, peut-être 4-5%, mais c'est tout, hein, pas énormément. Pourquoi? Je pense que c'est dû parce qu'on était placé en label rouge depuis bien avant la crise. Les consommateurs en tout cas sont devenus plus exigeants. La transparence sera le prix à payer pour retrouver leur entière confiance. On attendait ce matin le discours de clôture de Jean-Pierre Chevènement qui, devant ses amis du MDC, a évoqué l'hypothèse de sa candidature à la présidentielle. C'est Georges Sarr, désormais, qui prend en main les destinées de ce mouvement, laissant ainsi les mains libres ou très probable candidat Chevènement. Alban Mikosi et Patrick Deschmecker. Chevènement président. Sans doute un peu grisé par les effets d'estrade, voilà le millier de délégués du MDC qui rêvent à voix haute. Pour l'instant, l'ancien ministre de l'Intérieur n'est même pas candidat et à peine son discours achevé, il affirme qu'il réfléchit encore. Oui, j'ai dit que je me déciderai avant l'automne. Alors l'automne, c'est le 21 septembre. C'est la date anniversaire de la bataille de Valmy. Mais c'est vrai que les apparences peuvent parfois donner une impression. La mise en scène un peu solennelle, le cadre dépouillé, l'homme seul face à la salle, tout rappelle le décor d'une campagne. Et puis, il y a le discours. 1h30 d'un véritable programme républicain. L'égalité des chances, le rôle central de l'école, la primauté de la nation et du politique sur l'économie, tout y est passé, y compris l'avis de décès de la gauche plurielle. Les élections municipales ont révélé un déséquilibre désormais structurel entre un parti communiste en crise et des Verts qui se croient déjà la deuxième composante de la gauche et tiennent à un parti socialiste qui a perdu ses repères à la merci de leur chantage. Le créateur est ainsi dépassé par sa créature. Jean-Pierre Chevènement va tenter désormais de populariser ses analyses, par exemple auprès des amis de Charles Pasqua. L'un et l'autre ont les mêmes critiques vis-à-vis de Jacques Chirac et de Lionel Jospin. Il serait inconcevable que nous ayons 2 candidats républicains. Ce pôle républicain peut-il exister ou est-il simplement virtuel? C'est là la véritable question. Quant à Elisabeth Guigou, puisqu'on évoque les présidentielles, elle a déclaré ce matin sur Europe 1, au micro de Jean-Pierre Elkabbach, qu'elle espérait ardemment que Lionel Jospin soit candidat. Par ailleurs, sur le projet de loi de modernisation sociale qui devrait être voté mercredi prochain à l'Assemblée, elle se dit raisonnablement optimiste et espère que le PC votera en bon ordre. Réponse de Robert Hue ce soir, il laisse planer la menace de refuser le projet. Eh bien, nous verrons bien. En Italie, Silvio Berlusconi est devenu ce matin officiellement le nouveau président du Conseil. C'est la présidence de la République qui l'a annoncé. Il aura en charge de former le 59e gouvernement italien d'après-guerre. Ce que l'on sait déjà, c'est qu'il a établi la liste de son gouvernement avec comme vice-président du Conseil Gianfranco Fini, qui est un ancien leader du parti fasciste italien et qui devient ainsi le numéro 2 du gouvernement.
Situation extrêmement tendue en Macédoine. Par centaines, les habitants fuient vers le Kosovo. Des familles entières à nouveau sur les routes. Un flot ininterrompu avec la menace ouverte de la guérilla albanaise qui a adressé un ultimatum au Premier ministre, affirmant qu'elle attaquerait la ville de Skopje si les bombardements ne cessaient pas. Gilles Rabine. Quelques-uns ont pu venir en voiture, en minibus ou sur un tracteur, mais la plupart sont arrivés à pied. Ils fuient les combats et les bombardements qui touchent maintenant la ceinture de villages autour de la capitale de la Macédoine, Skopje. Ils veulent se réfugier au Kosovo, la province de Serbie voisine sous administration des Nations Unies, en passant par ce même poste frontière de Blace, où, ironie de la tragique histoire des Balkans, des milliers de réfugiés passaient dans l'autre sens pour fuir les exactions des paramilitaires serbes. C'était il y a tout juste 2 ans. 7000 personnes en 2 jours ont franchi ce poste frontière. Au total, dans la petite Macédoine, 40 000 personnes ont fui les zones de combat. Depuis hier, pour la première fois, la guérilla albanaise menace la capitale Skopje. Samedi, ils ont investi sans combattre le petit village d'Aracinovo au bout de cette route. De cette position, ils peuvent bombarder au mortier l'aéroport et les faubourgs de Skopje. La guérilla albanaise a lancé un ultimatum au gouvernement macédonien. Si les bombardements ne cessent pas d'ici demain matin, elle attaquera la capitale. Aux États-Unis, la violente tempête tropicale qui a touché la ville de Houston et le sud-est du Texas a provoqué la mort de plusieurs personnes et les inondations qui s'en sont suivies ont obligé à l'évacuation de milliers d'autres. Le centre de Houston n'a pas été épargné par ces inondations. Au moins 5000 foyers ont été endommagés et 17 000 familles déplacées. Le président Bush, qui se trouvait dans son ranch texan, a déclaré l'état de catastrophe naturelle. Au chapitre médical, une première mondiale aux États-Unis, un homme qui avait perdu ses cordes vocales dans un accident de la route il y a 20 ans a pu retrouver une voix tout à fait normale après avoir subi une triple greffe, celle du larynx, de la thyroïde et de la gorge. Les médecins ont préféré attendre plus de 3 ans après l'opération pour faire part de cette totale réussite. Etienne Lennart. Tim Edler rendait visite ce jour-là au Dr Strom, le médecin qui, en lui greffant le larynx de quelqu'un d'autre, lui a redonné le droit de se faire entendre. Et s'il doit encore aujourd'hui suivre un traitement médical et s'habituer à vivre avec une petite cavité au niveau du cou, Tim a l'impression d'être né une seconde fois. Car pendant 20 ans, après un grave accident de moto qui faillit lui coûter la vie et qui lui broya la gorge, il avait, grâce à un appareil électronique, cette voix-là. Il y a 3 ans, il donna son accord au Dr Strom pour tenter une première mondiale. Greffe du larynx, de la thyroïde, d'une partie de la gorge et de la trachée. Le donneur était un homme de son âge, mort d'une crise cardiaque, mais la voix que Tim Edler allait retrouver serait une voix familière. 2 jours après l'opération, il tentait un « bonjour maman ». 1 an et demi plus tard, il peut le dire sans aucune difficulté. Hi, Mom. Il dit qu'il a la voix de son père et ça n'est pas par hasard. Il a les cordes vocales de quelqu'un d'autre, mais ce qui détermine le son de la voix, c'est la forme du crâne. Et ça, c'est héréditaire. C'est pour cela que sa voix ne ressemblera jamais à celle du donneur. Le Dr Strom est désormais certain du succès de la greffe. Après 20 années passées à parler comme un robot, Tim est aujourd'hui un homme nouveau. First of all, it's unbelievable because I never thought I'd talk again. You know, they told me 20 years ago in Pittsburgh, go home and try and live a normal life. Le premier greffé du larynx au monde mène désormais une vie quasi normale. Il chante dans une chorale et parle. Parle tant qu'il veut. Petite précision, si cet homme applique son pouce sur sa gorge pour parler, c'est afin de faire vibrer avec l'air ses cordes vocales. La nuit sera peut-être agitée pour plus d'un demi-million de lycéens qui vont plancher dès demain matin sur les premières épreuves du bac. Les révisions de dernière minute sont souvent déconseillées. L'exemple de ces jumelles qui ont fait une terminale plus que correcte, mais rien n'est encore joué. À Marseille, Nabila Tabouri et Gilles Jacquier les ont suivis pour cette dernière journée. On le dit toujours, la musique adoucit les mœurs, elle fait aussi oublier le stress. À la veille de l'épreuve de philo, pour se détendre, c'est en tout cas ce qu'ont trouvé de mieux Cindy à gauche et sa sœur Charlène à droite, à moins que ce ne soit le contraire. Oui, c'est vrai, on me confond souvent. Moi, je suis Charlène, j'ai 18 ans et je passe mon bac scientifique demain. Et moi, c'est Cindy, j'ai 18 ans, je suis l'aînée de 2 minutes et je passe mon bac S aussi.
Même sourire, même espièglerie. Au fil des années, la troublante ressemblance entre les deux sœurs s'est un peu estompée, mais la complicité est toujours là, ponctuée parfois de chamailleries. 0 fois 2, là, ça ressemble à ça. Voilà. Cette année, c'est moi qui ai mieux marché que toi. Il y a des années où c'est qu'elle a mieux marché que moi, mais cette année, c'est moi. Si. Non. Non, ça dépend quoi, les matières. C'est vrai qu'un scientifique, matière scientifique, bon, les plus importantes, c'est ma soeur qui... Non. Oui. Non, il y a... ouais, peut-être. Alors, je sais pas. Élèves moyennes, Charlène et Cindy ont toujours eu une scolarité identique. Les résultats du bac pourraient pour la première fois les distinguer. Ça va être trop dur. Et à la limite, j'aime autant que vous soit décroche toutes les deux, ou alors qu'elle ne l'ait pas toutes les deux également. Avec ou sans le bac, Charlène fera l'an prochain une formation en alternance. La séparation sera donc inéluctable. Restera quand même une belle complicité. Du sport à présent, plusieurs milliers de supporters ont acclamé cet après-midi place du Capitole les joueurs du Stade Toulousain. Après leur victoire en championnat de France sur Montferrand, les joueurs de rugby avaient défilé auparavant dans les rues avec le fameux bouclier de Brennus. Et une nouvelle victoire pour les Bleus qui ont remporté aujourd'hui la Coupe des Confédérations de football en battant 1-0 le Japon. Florent Gautreau et André Germain. 65 000 Japonais et quelques supporters français. Ça ressemble au mondial, ça a le goût du mondial, mais ce n'est pas vraiment le mondial. Le stade de Yokohama, c'est un peu le stade de France du Japon, celui qui accueillera la finale de la Coupe du Monde le 30 juin 2002. Mais la finale d'aujourd'hui n'a pas enthousiasmé un public bon enfant qui s'est contenté de la France sans Zidane et du Japon sans Nakata. D'entrée, les Bleus s'installent dans le camp japonais, mais Anelka ne marque pas. C'est devenu une mauvaise habitude pour l'attaquant du PSG. Un quart d'heure plus tard, Steve Marley a le but au bout du pied, mais un défenseur japonais sauve sur la ligne. Comme contre le Brésil, les attaquants manquent la cible et le salut va venir du milieu de terrain. Après une course de 30 mètres, Vieira trompe Kawaguchi de la tête. Deuxième but en 10 jours pour Vieira qui n'avait jamais marqué avec les Bleus avant la Coupe des Confédérations. On était motivés parce que bon, on avait vraiment envie de la gagner cette coupe pour prouver à tout le monde qu'on avait encore envie de gagner des titres. Et puis c'est vrai qu'on est assez content et assez fiers de ce qu'on vient de faire. Finalement, tout le monde est content. Les Japonais qui avaient perdu 5-0 au Stade de France ont limité les dégâts et les Bleus s'offrent un nouveau trophée. Ce n'est pas le succès le plus prestigieux, mais c'est un succès symbolique. Même amoindri par l'absence de plusieurs titulaires, l'équipe de France a toujours soif de victoire. Fermons les yeux, faisons un rêve. Imaginons que cette scène a lieu dans un an avec les mêmes acteurs au même endroit. C'est le genre de rêve dont on ne se lasse pas. Image toujours spectaculaire de cette course contre la marée montante entre l'île de Noirmoutier et le continent. 4 km à parcourir et à grandes enjambées pour cette 15e édition des Foulées du Gois. Au total, 1500 adeptes qui se sont lancés dans un sprint à perdre haleine. Olivier Sioux et Michel Hiver. On l'appelle le Paris-Roubaix de la course à pied. Et c'est vrai que les Foulées du Gois, ce n'est pas juste mettre un pied devant l'autre le plus rapidement possible. Alors, les conseils des anciens. On m'a gonflé la tête de conseils en me disant surtout cours à gauche, saute les vagues, regarde loin devant sinon tu sors de la route. Alors j'ai tout enregistré mais je crois qu'une fois que je vais être lancé, je vais faire comme je peux. Inutile donc de jouer les gros bras, mieux vaut avant la course prendre quelques précautions élémentaires. Ça c'est pour si jamais il y a trop d'eau. Ah oui. Hein, on voit plus le dossard, maintenant ça va, on va nous le voir. Et de l'eau, ils vont en avoir. Quelques minutes de course et déjà la petite route qui, à marée basse, relie Noirmoutier au continent est submergée par les flots. Allez donc prévoir une technique de course au milieu de l'océan. En un quart d'heure, on ne peut pas changer sa technique. Donc rapidement, on a un peu débordé par les événements et on n'a plus de technique, on court un peu des accès. Mais bon, on essaie de terminer. Terminé, enfin quand on peut. La mer aux trousses, même le Marocain Aïdzouri, vainqueur l'an passé, jette l'éponge. Mais c'est lui qui ressort du Gois essoré. Surprise, le vainqueur est un gars du cru, peut-être parce que cette année il fallait être plus marin que marcheur, encore que. Un bon bain d'eau, un bon bain de foule, très heureux. Vous nagez bien? C'est ça le secret de votre victoire? Non, je sais pas du tout nager. Cette année, pour la première fois en 15 ans, les Foulées du Gois ont failli ne pas avoir lieu pour cause de coefficients de marée trop forts. On comprend pourquoi.
Madonna entame sa tournée européenne qui promet d'être aussi triomphale que celle de 93 avant Paris où elle se produira à la fin du mois. Elle chantait hier soir à Barcelone devant 20 000 spectateurs qui s'étaient arrachés à prix d'or les billets pour le concert. 3 écrans géants pour la star américaine âgée aujourd'hui de 42 ans. Une tournée qui l'amènera à Paris fin juin sans compter Milan, Berlin ou encore Londres. Au cœur du Caucase, en Géorgie, ce magnifique spectacle de chant et de danse, une troupe qui se produira au Palais des Sports dans une semaine à Paris. Daniel Wolfrom et Rémi Poissonnier ont assisté aux dernières répétitions sur place à Tbilissi, la capitale du pays. Au cours de son histoire millénaire, la Géorgie a été envahie à 22 reprises. Macédoniens, Perses, Arabes, Turcs, Mongols, Russes, de quoi devenir méfiant. Au XIIe siècle, c'était l'âge d'or du pays, ces guerriers de légende se battaient pour l'honneur de leur reine. Leurs enfants ont pris la suite. 3 heures par jour, dès l'âge de 4 ans, la loi des écoles de danse est plutôt spartiate. On est vite grand dans les montagnes du Caucase. Très jeune, on s'imprègne de sa propre culture, prise très au sérieux. Les immeubles parlent d'eux-mêmes. Tbilissi, la capitale de la Géorgie, était autrefois une ville florissante entre l'Europe et l'Asie, mais des années de communisme ont fané le décor. Depuis l'indépendance, grande misère et luxe ostentatoire se côtoient. Cette musique est un appel à la danse. Répétitions pour l'orchestre, mandolines et fifres traditionnels voisinent avec des percussions plus modernes. Le conservatoire abrite l'ensemble de la troupe, chacun gagne sa vie comme il le peut, l'amour de l'art ne nourrissant pas forcément son homme. Force, fluidité aussi. L'ensemble national géorgien joue sur tous les tableaux. Ces danseurs sont les seuls au monde à monter sur les pointes, sans chaussons renforcés. Ces chœurs évoquent par leur sonorité certains chants du Pays basque. La musique est une invitation à la fraternité. La Géorgie est bien ce carrefour des peuples, ce choc de toutes les cultures, cette polyphonie. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les 2 principaux titres. Gustavo Kuerten a remporté cet après-midi la finale de Roland-Garros en battant l'Espagnol Alex Corretja en 4-7 et plus de 3 heures de match. Pour le Brésilien, c'est la 3e victoire à Roland-Garros. C'est fait, le lancement du TGV Med depuis ce matin. 800 000 réservations ont déjà été enregistrées par la SNCF. Reste maintenant à démontrer que l'exploitation de ces trains à grande vitesse entre Paris et Marseille se fera sans difficulté. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, puis à 20h50, votre série Urgence. 0h55, le dernier journal présenté par Laurence Piquet. Demain, 13h, vous retrouverez Gérard Rolls. À 20h, vous retrouverez Claude Sérillon. En deuxième partie de soirée demain, que faire des mineurs délinquants? La prison est-elle une solution? Ce sera le débat de mots croisés. Arlette Chabot et Alain Duhamel recevront Marie-Lise Lebranchu, des juges et des éducateurs. Quant à moi, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée sur France 2.